Du sang coulait le long des doigts de Tumlo, agrippés aux fils électriques dénudés. Ses mains tremblaient, non seulement de douleur, mais aussi de peur. Et s'il ne parvenait pas à faire fonctionner cette maudite lampe? Dehors, devant sa cabane de fortune, il entendait les cris. La bande du marché revenait, et cette fois, il n'était pas là que pour le menacer. Il avait volé quelque chose qu'il n'aurait pas dû, quelque chose qui pouvait le tuer ou le sauver. Il n'avait que 13 ans et allait bientôt découvrir que certains choix ne laissent pas de seconde chance. La flamme de la bougie à côté de lui commença à s'éteindre, emportant avec elle peut-être son dernier espoir. Mais pour comprendre comment Tumlo en était arrivé là, à se débattre pour sa vie au milieu de fils électriques, par une nuit d'orage à Johannesburg, il faut connaître le garçon qu'il était 6 mois plus tôt. Tumlo Ngozi n'était pas comme les autres enfants des rues d'Alexandra, ce township étouffé entre les gratte-ciels étincelants de Santon et une misère sans fin. Tandis que les autres garçons passaient leur journée à mendier ou à sniffer de la colle au coin des rues sombres, Tumlo avait un rituel différent. Chaque soir, au coucher du soleil, lorsque la ville s'illuminait comme un organisme vivant vibrant d'électricité, il grimpait sur le toit rouillé d'un immeuble abandonné et se contentait de regarder. Il restait là des heures, fasciné par la lueur des réverbères, des vitrines, des feux de circulation qui changeaient de couleur comme par magie. Pour lui, chaque lumière était un mystère qui l'appelait à être percé. Comment quelque chose d'aussi petit pouvait-il dissiper les ténèbres avec une telle force? Comment cette lueur pouvait-elle surgir de nulle part et transpercer la nuit comme une force invincible? Il n'avait pas de réponse, mais il était obsédé. Et l'obsession, lorsqu'elle trouve un but, peut déplacer des montagnes ou détruire des vies. Tumlo perdit sa mère à l'âge de 8 ans. Elle mourut de la tuberculose dans un hôpital public où elle attendit 17 heures avant d'être prise en charge. Son père, brisé par l'alcool et le chagrin, disparut tout simplement 3 semaines après les funérailles. Un matin, Tumlo se réveilla et il n'était plus là. Pas un mot, pas un mot. Juste le silence pesant d'une cabane vide et un réfrigérateur sans nourriture. Pendant 2 mois, le garçon tenta de survivre seul, se nourrissant de restes trouvés dans les poubelles des restaurants et buvant l'eau du robinet des stations-service. Jusqu'à ce que le propriétaire se présente avec 2 hommes imposants et l'expulse. C'est ainsi que Tumlo devint un fantôme invisible de plus dans les rues de Johannesburg, un simple chiffre dans les statistiques que personne ne lit. Mais il n'était pas un homme comme les autres. Il portait en lui cette chose étrange, cette flamme silencieuse avec laquelle certains naissent et que d'autres ne comprendront jamais. Il voulait comprendre la lumière. Et quand on désire quelque chose avec une intensité suffisante, l'univers conspire de manière imprévisible. C'était par un après-midi de décembre, alors que la chaleur faisait fondre l'asphalte et que l'air empestait les ordures brûlées, que Tumlo rencontra le vieux Thabo Molefe. Thabo était un homme de presque 70 ans qui tenait un minuscule atelier dans une ruelle derrière le marché de Kwameme. L'enseigne délavée sur la porte indiquait « Réparations électriques, toutes marques ». Mais en réalité, Thabo réparait tout ce qui avait des fils électriques. Vieilles radios, ventilateurs cassés, rallonges électriques brûlées. Dans le quartier, on le connaissait comme l'homme qui ressuscitait les appareils électroménagers hors service. Cet après-midi-là, Tumlo fouillait les poubelles derrière l'atelier lorsqu'il entendit un bruit sec suivi d'un juron en kossa. La porte de derrière s'ouvrit et Thabo apparut, secouant la main comme s'il avait été électrocuté. Ce qui, en fait, était bien le cas. Tumlo se figea, s'attendant à être chassé, mais Thabo le regarda simplement avec ses yeux fatigués qui en avaient trop vu et demanda « Tu connais quelque chose à l'électricité, Mlingu ?» Tumlo secoua la tête, mais ne s'enfuit pas. Et c'est ce qui changea tout. Thabo Molefe n'était pas un homme bon, mais il était juste. Il ne fit pas l'aumône à Tumlo, mais lui proposa un marché. Si le garçon balayait l'atelier, rangeait les pièces et transportait le matériel lourd, il pourrait dormir dans l'arrière-boutique et apprendre le métier. Pas de salaire, pas de promesse. Juste du dur labeur en échange du gîte et du couvert. Tumlo accepta avant que le vieil homme ne change d'avis. Cette première nuit, allongé sur des cartons dans l'arrière-boutique qui sentait l'huile de machine et les fils brûlés, Tumlo ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, l'espoir. Non pas l'espoir illusoire que les choses s'amélioreraient miraculeusement, mais l'espoir concret de pouvoir construire quelque chose de ses propres mains. Il ne le savait pas encore, mais il était sur le point d'entrer dans un monde qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi celle de milliers de personnes qu'il ne rencontrerait jamais. Les premiers mois furent terribles. Thabo était un professeur impitoyable. Il hurlait quand Tumlo faisait une erreur, lui jetait des outils quand le garçon était trop lent, et avait la fâcheuse habitude d'éteindre la lumière en plein milieu d'une réparation pour le forcer à travailler dans le noir, en se fiant uniquement à son toucher. L'électricité n'attend pas qu'on la voie, grogna Thabo. Elle circule ou elle ne circule pas. Soit tu la sens, soit tu meurs. Mais au milieu des cris et de la dureté, il y avait des leçons. Thabo apprit à Tumlo à identifier les fils par leur poids,
à sentir le courant par la chaleur du câble, à reconnaître le bourdonnement caractéristique d'un transformateur sur le point d'exploser. Il enseignait avec ses mains, par des démonstrations pratiques, par des erreurs qui laissaient des traces. Et Tumlo absorbait tout cela comme une éponge assoiffée. Il se levait avant l'aube et restait éveillé jusqu'à minuit à tester des circuits, à démonter des lampes, à étudier des schémas déchirés que Thabo conservait dans des boîtes poussiéreuses. Il découvrit que l'électricité n'était pas de la magie, mais de la logique. Une logique à la fois belle et dangereuse, capable d'éclairer ou de tuer avec la même facilité. C'est par une douce nuit de mars que Tumlo fit sa première découverte importante. Thabo était sorti rendre visite à un neveu malade, laissant le garçon seul dans l'atelier. Tumlo réparait une vieille radio lorsqu'il remarqua quelque chose d'étrange. La pile était complètement à plat, mais lorsqu'il relia 2 fils de cuivre à une pièce de monnaie et toucha les bornes, la radio siffla 1 seconde. Ce ne fut qu'1 seconde, mais cela suffit. Il passa toute la nuit à expérimenter. Il découvrit que certains métaux conduisaient mieux que d'autres, que l'eau salée pouvait créer un faible courant, que les citrons pouvaient générer suffisamment de tension pour allumer une minuscule LED. Lorsque Thabo revint le lendemain matin et trouva l'atelier couvert d'expériences improvisées, il ne cria pas. Pour la première fois, il sourit. « Tu as du don, Mlingu », dit-il doucement. Mais un don sans discipline est une bombe à retardement. Tumlo ne comprit pas tout à fait à l'époque, mais ses paroles allaient se révéler prophétiques. Les mois s'éternisaient et Tumlo devint indispensable à Thabo. Il ne se contentait pas de balayer et de ranger, il réparait tout. Il commença par des tâches simples comme changer des fils et souder des connexions, mais bientôt, il diagnostiquait des pannes complexes sur des appareils que d'autres techniciens avaient abandonnés. On commença à s'intéresser à lui. Où est le prodige? Le petit schnappant est-il là? Tumlo n'aimait pas cette attention, mais il appréciait le sentiment d'être utile, d'avoir un but qui dépassait la simple survie. Il construisait quelque chose. Mais la vie dans les townships de Johannesburg n'est pas un conte de fées où le dur labeur garantit une fin heureuse. La violence était omniprésente, tapie dans l'ombre, attendant le moment propice pour détruire tout ce qui osait s'épanouir. Et quand elle survenait, elle était soudaine et imprévisible. Un après-midi de juillet, 3 hommes entrèrent dans l'atelier de Thabo. Tumlo les reconnut immédiatement. Ils appartenaient au gang qui contrôlait le marché, les Lions de Boko, connus pour leur brutalité dévolte-dévolte et leur regard impassible. Le chef, un homme maigre avec une cicatrice qui lui barrait le visage de l'œil au menton, alla droit au but. Thabo devait de l'argent. Pas directement à eux, mais à quelqu'un qu'il représentait. Quelqu'un d'assez important pour envoyer 3 hommes armés recouvrer une dette d'atelier. Thabo tenta de négocier, expliquant que les affaires étaient au ralenti, qu'il pouvait payer en plusieurs fois. Mais l'homme à la cicatrice n'était pas là pour négocier. Il était là pour faire passer un message. Il s'empara d'une clé à molette sur l'établi, et d'un geste calme et délibéré, commença à tout détruire. Il cassa des radios, brisa des téléviseurs, arracha les câbles des murs. Thabo resta là, paralysé, regardant le travail de toute une vie réduit en miettes en quelques minutes. Tumlo, caché derrière une étagère, sentit une rage brûlante l'envahir. Ce n'était pas de la peur. C'était de la rage. Une rage si pure et si intense qu'elle faisait trembler ses mains. Quand les hommes partirent enfin, ils lui lancèrent un ultimatum. Thabo avait 2 semaines pour réunir 20 000 rangs, sinon il reviendrait pour finir le travail. Et finir ne signifiait pas seulement détruire l'atelier. Ce soir-là, Thabo s'enivra pour la première fois depuis que Tumlo l'avait rencontré. Assis sur le sol de l'atelier dévasté, entouré de débris de machines brisées, il pleura. Ses larmes étaient silencieuses, sans éclat. Juste des larmes qui coulaient sur un visage trop épuisé pour ressentir autre chose que la défaite. Tumlo s'assit à côté de lui et garda le silence. Il n'y avait pas de mots. Aucune consolation n'y changerait rien. Mais tandis que Thabo sombrait dans le désespoir, quelque chose de différent naissait en Tumlo. Une détermination froide et calculatrice. Il n'allait pas laisser ses hommes tout lui prendre. Il n'allait pas laisser la seule chose précieuse qu'il possédait être détruite sans se battre. Et c'est à ce moment précis, assis sur le sol de l'atelier en ruine, que Tumlo eut une idée. Une idée dangereuse, peut-être stupide, mais une idée tout de même. Les jours suivants furent un tourbillon de planification frénétique et de travail acharné. Tumlo passait ses nuits à réparer les appareils cassés, les vendant au prix le plus bas possible. Mais il savait qu'il ne gagnerait jamais 20 000 rangs de cette façon. Il lui fallait quelque chose de plus ambitieux. C'est alors qu'il entendit parler du prix. Il s'agissait d'un concours local d'innovation pour les jeunes, parrainé par une ONG qui s'efforçait de promouvoir l'entrepreneuriat dans les townships. Le premier prix s'élevait à 25 000 rangs. Tumlo n'hésita pas une seconde.
Il mit à profit tout le savoir que Thabo lui avait transmis et toutes les expériences, même les plus farfelues, qu'il avait menées seul, et se lança dans la construction d'un objet inédit. Une lampe fonctionnant sans électricité, sans pile coûteuse, sans aucune infrastructure. Il utilisa des cellules solaires improvisées à partir de feuilles de cuivre oxydées, des batteries au lithium récupérées sur de vieux téléphones portables et un circuit qu'il avait conçu de manière intuitive, par tâtonnement. Il travaillait 18 heures par jour, ne dormant que lorsque l'épuisement le terrassait. Thabo observait de loin, partagé entre admiration et inquiétude. Il voyait le garçon se consumer, gaspiller sa jeunesse à la poursuite d'une solution impossible. Mais il voyait aussi quelque chose qui l'effrayait, un véritable talent. Tumlo ne se contentait pas de suivre des instructions ou de copier des modèles existants. Il innovait, créait quelque chose de véritablement nouveau. Et cela, dans des endroits comme Alexandra, était dangereux. Les personnes talentueuses attiraient l'attention. Et dans les townships, l'attention pouvait être synonyme d'opportunité ou de mort. La veille du concours, Tumlo termina enfin son prototype. C'était une lampe étrange, faite de matériaux recyclés et de fils électriques apparents, mais lorsqu'il l'alluma, elle brilla d'une intensité surprenante. Thabo était à ses côtés, et pour la première fois depuis des semaines, il sourit sincèrement. « Tu l'as fait, Mlingu », dit-il en posant une main lourde sur l'épaule du garçon. « Tu l'as vraiment fait. » Mais aucun d'eux ne se doutait que cette invention allait attirer une attention indésirable. Le concours se déroulait dans une salle communautaire improvisée, au cœur d'Alexandra. Des dizaines de projets étaient en lice, réalisés pour la plupart par des élèves plus âgés, bénéficiant d'un meilleur accès à l'éducation et au matériel. Tumlo se sentait petit et déplacé, tenant sa lampe rudimentaire faite de ferraille. Mais quand vint son tour de présenter son invention, tout changea. Il ne se contenta pas d'expliquer le fonctionnement de la lampe. Il raconta son histoire. Il parla de son enfance dans la rue, de son apprentissage auprès de Thabo, de la beauté envoûtante de la lumière et du désespoir des ténèbres. Il évoqua les millions d'Africains qui vivaient sans électricité fiable, dépendant de bougies dangereuses et de lampes à pétrole, source de mort par incendie ou empoisonnement. Sa voix trembla d'abord, puis se renforça au fil de son récit. Et lorsqu'il alluma la lampe et qu'elle brilla intensément, même en plein jour, un silence absolu s'installa dans la salle. Puis, des applaudissements. Des applaudissements qui se transformèrent en une ovation debout. Tumlo avait gagné. Il avait accompli l'impossible. Mais ce qu'il ignorait, c'est que parmi le public se trouvait quelqu'un qui verrait son invention non pas comme un espoir, mais comme une opportunité. Il s'appelait Kagiso Mokoena, un homme d'affaires local connu pour ses relations douteuses et ses transactions encore plus louches. Il était impliqué dans tout, du transport illégal au vol d'électricité. Et lorsqu'il vit la présentation de Tumlo, il y vit quelque chose de différent. Il y vit un moyen de révolutionner le marché noir de l'énergie dans les townships. S'il pouvait produire cette technologie en masse et la vendre à prix d'or, il ferait fortune. Mais pour cela, il avait besoin du garçon. Ou plus précisément, il avait besoin des plans, des spécifications, de tout ce que Tumlo avait en tête. Kagiso attendit la fin de l'événement et aborda le garçon à l'extérieur. Charmant et souriant, il lui parla avec une douceur qui contrastait avec son regard calculateur. Il proposa à Tumlo une offre trop belle pour être vraie, 50 000 rangs pour le plan de la lampe et un futur partenariat. Tumlo, encore grisé par sa victoire et désespéré de trouver l'argent pour sauver Thabo, faillit accepter. Il faillit. Mais quelque chose dans la façon dont Kagiso souriait, le fait que ses yeux ne correspondaient jamais tout à fait à sa bouche, fit hésiter Tumlo. Tumlo dit qu'il avait besoin de réfléchir. Kagiso n'apprécia pas la réponse, mais il garda le sourire. Bien sûr, Mlingu. Réfléchis bien. Mais réfléchis vite. Des occasions comme celle-ci ne se présentent pas deux fois. Il y avait une menace à peine voilée dans ses mots, mais Tumlo était trop épuisé pour la saisir pleinement. Il rentra chez lui avec le chèque, 25 000 rangs qui lui paraissaient irréels. Thabo l'attendait, et lorsqu'il vit le chèque, le vieil homme s'effondra. Non pas de joie, mais d'un soulagement si profond qu'il en était presque douloureux. Ils remboursèrent la dette le lendemain, remettant l'argent par l'intermédiaire d'un intermédiaire qui les regarda à peine. Ce n'était qu'une transaction de plus dans un système sans fin de dettes et de recouvrement. Mais pour Tumlo et Thabo, c'était la liberté. Du moins, cela aurait dû l'être. Mais le destin en avait décidé autrement. 2 jours plus tard, l'atelier fut de nouveau pris d'assaut. Mais cette fois, ce n'étaient pas les lions de Boko Haram. C'étaient les hommes de Kagiso. Ils n'étaient pas venus négocier. Ils étaient venus prendre. Tumlo était seul à leur arrivée, Thabo était sorti acheter du matériel. Ils saccagèrent tout, cherchant les plans, les spécifications, tout ce qui pourrait leur être utile. Tumlo tenta de résister,
mais il n'était qu'un garçon de 13 ans face à 3 adultes. Ils le plaquèrent contre le mur, fouillèrent ses poches, détruisirent tout une fois de plus. Et comme ils ne trouvèrent pas ce qu'ils cherchaient, car les plans étaient dans la tête de Tumlo et dans des carnets cachés dans des endroits que lui seul connaissait, ils lui donnèrent un ultimatum. Tumlo avait 48 heures pour tout leur remettre, sinon Tabo serait tué. Aussi simple que cela. Sans drame, sans émotion. Juste un constat. Quand Tabo revint et trouva l'atelier à nouveau saccagé et Tumlo le nez en sang, il comprit immédiatement. « Il faut partir », dit Tabo. « Maintenant. » Mais Tumlo secoua la tête. Il n'allait pas s'enfuir. Pas cette fois. Tumlo avait un plan. Risqué, voire suicidaire, c'était le seul qui lui venait à l'esprit. Il allait donner à Kagiso exactement ce qu'il désirait, mais d'une manière qui rendrait le prototype inutilisable sans lui. Il allait créer une lampe encore meilleure, plus impressionnante, plus complexe. Et il allait y ajouter un composant dont lui seul savait comment le faire fonctionner. Ainsi, ils auraient besoin de lui vivant et opérationnel. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Il passa les 40 heures suivantes à travailler sans relâche. Il ne mangea pas, but à peine, travaillant avec une intensité frénétique qui effraya Tabo. Il créa un prototype véritablement révolutionnaire, à partir de concepts qu'il avait seulement pressentis dans de vieux livres et grâce à des expérimentations hasardeuses. C'était une lampe qui non seulement fonctionnait sans électricité, mais qui pouvait s'autoréguler et durer des années sans entretien. Objectivement, c'était un objet capable de changer des vies. Et elle était sur le point d'être volée par un criminel. Lorsque Kagiso arriva pour récupérer le prototype, Tumlo le lui remit sans résistance. Mais il ne lui donna pas toutes les spécifications. « Tu auras besoin de moi », dit Tumlo d'une voix plus ferme qu'il ne l'était réellement. « Sans moi, ce n'est qu'une boîte de fils. » Kagiso fixa le garçon un long moment, puis rit. C'était un rire sincère, presque admiratif. « Tu as du courage, Mlingu. De la stupidité aussi, mais du courage. » Puis son expression se durcit. « Très bien. Tu travailles pour moi maintenant. Tu fabriqueras ces lampes, autant qu'il m'en faudra. Et tu apprendras à mes hommes à les fabriquer. Et si tu tentes quoi que ce soit d'intelligent, si tu essaies de t'échapper ou de demander de l'aide, ton vieil ami mourra le premier. Ensuite, ce sera ton tour. Compris ?» Tumlo déglutit difficilement et hocha la tête. Il était devenu prisonnier de sa propre invention. Mais il avait encore un atout caché. Un atout que Kagiso ne soupçonnait pas. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez qu'il va se passer. Et si vous le pouvez, aidez-nous à atteindre notre objectif de 1000 abonnés. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous proposer des histoires importantes. Tumlo fut emmené dans un entrepôt à la périphérie de Soweto. C'était un endroit sombre et humide, aux murs tachés de moisissures et imprégnés d'une odeur de vieille huile. Il y avait un établi de fortune, quelques outils rudimentaires et une demi-douzaine d'hommes qui le regardaient avec un mélange de curiosité et de dédain. Kagiso donna les ordres. Tumlo avait une semaine pour fabriquer 20 lampes fonctionnelles et apprendre à au moins 2 des hommes à s'en servir. Cela semblait impossible, mais Tumlo savait qu'il n'avait pas le choix. Il se mit au travail, mais chaque lampe qu'il fabriquait présentait un défaut délibéré, un détail subtil que lui seul savait corriger. C'était sa garantie, son unique moyen de conserver sa valeur. Les jours suivants, il travailla sous surveillance constante, dormant à peine, survivant grâce à des sandwichs rassis et de l'eau du robinet. Mais son esprit était ailleurs. Il faisait des plans. Tabo lui avait appris une chose importante sur l'électricité. Elle pouvait créer de la lumière, mais aussi de la destruction. Et Tumlo était sur le point d'utiliser cette leçon d'une manière que Tabo n'aurait jamais imaginée. Le 4e jour de sa captivité, Tumlo demanda à parler à Kagiso. Il expliqua qu'il lui fallait une pièce spécifique introuvable dans l'entrepôt, une pièce qu'on ne trouvait que dans l'atelier de Tabo. Kagiso, méfiant mais soucieux d'accélérer la production, accepta de l'y emmener, accompagné de gardes. Arrivés à l'atelier, ils trouvèrent Tabo présent, et leur regard en disait long. Tumlo s'empara rapidement de la pièce dont il avait besoin, une pièce étrange que les gardes ne comprirent pas, et ils retournèrent à l'entrepôt. Mais personne ne remarqua l'échange de regards furtifs avec Tabo, ni le hochement de tête presque imperceptible. Tabo avait compris. Le garçon avait un plan, et il devait être prêt à agir le moment venu. Cette nuit-là, Tumlo travailla plus tard que d'habitude, prétextant finaliser les derniers réglages des lampes. Les gardes, las et ennuyés, relâchèrent leur vigilance. Et c'était exactement ce que Tumlo avait espéré. La pièce que Tumlo avait récupérée dans l'atelier n'était en réalité pas nécessaire aux lampes. C'était autre chose, un condensateur haute tension qu'il avait récupéré d'un micro-ondes cassé des mois auparavant.
Ce genre de condensateur est dangereux, capable d'emmagasiner suffisamment de charge électrique pour provoquer une électrocution mortelle. Tumlo avait passé les derniers jours à modifier secrètement l'une des lampes, la transformant en piège. En apparence, elle était identique aux autres, mais à l'intérieur se cachait un dispositif totalement différent. Une fois activé d'une certaine manière, le condensateur déchargerait toute son énergie d'un coup, créant un flash aveuglant et une impulsion électromagnétique suffisamment puissante pour griller n'importe quel circuit électronique dans un rayon de 3 mètres. Téléphone portable, radio, tout appareil électronique serait hors service. Et dans le chaos qui s'ensuivrait, Tumlo comptait s'échapper. C'était risqué. Si quelque chose tournait mal, il pourrait s'électrocuter ou être capturé et tué. Mais rester là, à fabriquer des armes pour un criminel, ce n'était pas vivre. C'était se rendre. À minuit, au moment de la relève de la garde, dans cette confusion générale où chacun arrivait ou partait, Tumlo activa la lampe modifiée. Le résultat fut plus spectaculaire qu'il ne l'avait imaginé. Un éclair si intense qu'il ressemblait à un éclair concentré jaillit, suivi d'une forte détonation, comme un coup de feu. Tous les appareils électroniques s'éteignirent instantanément. Les téléphones portables des gardes, la radio, même les ampoules vacillèrent avant de s'éteindre. Dans l'obscurité et la confusion, Tumlo se mit à courir. Il connaissait l'entrepôt par cœur, il avait passé des jours à mémoriser chaque porte, chaque sortie. Il courait dans l'ombre, le cœur battant la chamade. Il entendait des cris derrière lui, le bruit de bottes lourdes, mais il était petit et rapide. Il traversa un couloir étroit, sauta une clôture basse, et se retrouva dans la rue. Libre. Du moins pour l'instant. Car il savait que Kagiso ne s'arrêterait pas tant qu'il ne l'aurait pas trouvé. Et quand il l'aurait trouvé, il n'y aurait pas de seconde chance. Tumlo passa les semaines suivantes caché, changeant constamment de lieu, sans jamais rester plus de 2 nuits au même endroit. Tabo l'aida, mobilisant son réseau de contacts pour lui trouver un abri et de quoi se nourrir. Mais ils savaient tous deux qu'ils ne pourraient pas continuer ainsi indéfiniment. Kagiso avait des informateurs partout en ville, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit dénoncé. Tumlo avait besoin d'une solution radicale. C'est alors qu'il eut une idée, brillante ou complètement folle. Il allait démasquer Kagiso. Il raconterait son histoire à quelqu'un d'assez puissant pour agir. Pas la police, corrompue ou indifférente. Mais les médias. S'il parvenait à faire paraître son histoire dans les journaux, à la radio, à la télévision, Kagiso ne pourrait plus l'atteindre sans attirer l'attention. C'était un pari risqué, mais c'était sa seule option. Tabo connaissait une journaliste, Nonvula Dlamini, qui travaillait pour une radio communautaire. Elle avait la réputation d'être courageuse et juste, de ne pas craindre de révéler la vérité, même au péril de sa vie. Tabo organisa une rencontre secrète dans un café animé de Yeovil, un endroit où il pourrait se fondre dans la foule. Lorsque Tumlo commença à raconter son histoire, Nonvula se contenta d'écouter, prenant quelques notes de temps à autre, le visage impassible. Quand il eut terminé, elle resta longtemps silencieuse. Puis elle dit, « Tu sais que si je diffuse ça, ta vie changera à jamais, n'est-ce pas? Tu seras connu. Célèbre, peut-être. Mais aussi une cible. Kagiso a des amis haut placés. Il ne pourra peut-être pas te tuer, mais il peut te faire vivre un enfer. » Tumlo la regarda avec des yeux qui en avaient trop vu en 13 ans et dit simplement, « Ma vie est déjà un enfer. Au moins, comme ça, je pourrais faire la différence. » Nonvula sourit, un sourire triste mais admiratif, et accepta de raconter l'histoire. L'émission fut diffusée 3 jours plus tard. Nonvula ne se contenta pas de raconter l'histoire de Tumlo. Elle l'inscrivit dans un récit plus vaste sur l'innovation dans les townships, sur le gâchis et l'exploitation des talents, et sur la corruption systémique qui permettait à des individus comme Kagiso de prospérer. Elle interviewa Tumlo en direct, lui offrant une tribune pour parler de son invention, de ses rêves et de la peur qui le rongeait. La réaction fut immédiate et massive. D'autres chaînes s'emparèrent de l'histoire. Les journaux publièrent des articles. Soudain, tout Johannesburg parlait du « prodige des townships » et de la « bande qui a tenté de voler l'avenir ». Kagiso était furieux, mais impuissant. Le moindre de ses gestes serait désormais lié à cette histoire. Il tenta de nier, d'accuser Tumlo de mentir, mais personne ne le crut. Les preuves étaient trop flagrantes, les lampes trop réelles. Kagiso vit son empire s'effondrer sous le poids de l'attention médiatique. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. En réalité, ce n'était que le début. L'attention médiatique attirera l'attention de diverses personnes. Des ONG, des universités, et même des entreprises internationales commencèrent à prendre contact. Elles voulaient en savoir plus sur l'invention de Tumlo, l'aider à la développer, investir. C'était à la fois vertigineux et terrifiant. Tumlo n'était pas préparé à cela,
à cette avalanche d'opportunités et de pression qu'entraînait la célébrité. Mais Thabo était là, le guidant, le protégeant de ceux qui ne voyaient que l'argent et de ceux qui voulaient sincèrement l'aider. Ensemble, ils naviguèrent dans ce monde nouveau et étrange, faisant des choix judicieux, refusant les offres trop belles pour être vraies, acceptant l'aide de sources fiables. Et lentement, très lentement, ils commencèrent à construire quelque chose de concret. Tumlo obtint une bourse complète pour l'une des meilleures écoles techniques de Johannesburg. Pour ce gamin des rues, quasiment sans instruction, c'était surréaliste de se retrouver dans des salles de classe équipées de matériel plus cher que tout ce qu'il avait jamais vu. Les premiers mois furent terribles. Il avait des années de retard sur les autres élèves en mathématiques, en sciences et en lecture. Mais il avait quelque chose qu'ils n'avaient pas, la soif de connaissance, de compréhension, de maîtrise. Il étudiait jusqu'à ce que les lumières de la bibliothèque s'éteignent, se levait avant l'aube pour réviser les formules, posait des questions jusqu'à agacer ses professeurs. Et lentement, péniblement, il commença à rattraper son retard. Mieux encore, il commença à les surpasser. Car tandis qu'eux avaient la théorie, lui avait l'expérience. Tandis qu'ils apprenaient dans les livres, il lui apprenait des cicatrices sur ses mains, des nuits blanches, de la peur de l'échec qui le hantait comme une ombre. Pendant ce temps, un événement inattendu se produisit. L'invention de Tumlo attira l'attention d'une professeure d'ingénierie de l'université du Witwatersrand, le docteur Lindi Nkosi. Ayant consacré 20 ans à l'étude des énergies renouvelables pour les communautés rurales africaines, elle reconnut dans le projet de Tumlo quelque chose de véritablement exceptionnel. Non seulement fonctionnel, mais aussi élégant dans sa simplicité. C'était le genre de solution susceptible de fonctionner à grande échelle, dans des régions dépourvues d'infrastructures et où les ressources sont rares. Elle contacta Tumlo et lui proposa ce que personne d'autre n'avait offert, un véritable partenariat. Ni charité, ni exploitation, mais une collaboration entre égaux. Elle respectait son invention et souhaitait l'aider à la perfectionner, à la rendre plus fiable et plus accessible. Tumlo, méfiant après tout ce qu'il avait vécu, refusa d'abord. Mais Thabo perçut chez l'indiou une qualité qui lui inspirait confiance. Parfois, dit le vieil homme au garçon, il faut croire que tout le monde ne cherche pas à s'approprier ton feu. Certains veulent simplement l'aider à briller davantage. Tumlo accepta de collaborer avec l'indiou, mais à certaines conditions. Tout développement devait bénéficier en priorité aux communautés, et non aux investisseurs. Les bénéfices seraient réinvestis pour mettre la technologie à la disposition de ceux qui en avaient le plus besoin. Il conserverait également l'entière liberté créative. L'indiou accepta sans hésiter. Durant les mois qui suivirent, ils travaillèrent ensemble à peaufiner le concept. L'indiou apporta des connaissances scientifiques pointues, un accès à de meilleurs matériaux et une compréhension des processus industriels. Tumlo, quant à lui, apporta son intuition, une créativité née des contraintes et une connaissance approfondie du fonctionnement réel des townships. Ensemble, ils créèrent un produit supérieur à ce que chacun d'eux aurait pu réaliser seul. Une lampe solaire coûtant moins cher qu'un poulet, d'une durée de vie de plus de 5 ans et capable d'éclairer une maison entière. Son caractère révolutionnaire résidait non pas dans son avance technologique, mais dans son accessibilité. Le prototype final fut d'abord testé à Alexandra, le quartier où Tumlo avait grandi. 50 unités furent distribuées gratuitement à des familles sans accès fiable à l'électricité. La transformation fut immédiate et profonde. Les enfants qui étudiaient auparavant à la lueur des bougies bénéficiaient désormais d'un éclairage adéquat. Les femmes qui avaient peur de marcher la nuit dans les ruelles sombres avaient maintenant de la lumière. Les petits commerces qui fermaient au coucher du soleil pouvaient désormais rester ouverts plus tard. Il s'agissait de changements simples, mais l'impact cumulatif fut énorme. Tumlo se rendait personnellement dans chaque foyer, enseignant l'entretien de base, écoutant les retours et procédant aux ajustements nécessaires. Et à chaque visite, il se reconnaissait en lui, des enfants aux yeux curieux, posant des questions sur le fonctionnement des appareils, touchant les fils avec respect. Il savait exactement ce que signifiait cette étincelle dans leurs yeux. C'était la même étincelle qu'il avait eue 5 ans plus tôt, contemplant les lumières de la ville du haut d'un immeuble abandonné. Le succès du projet pilote attirera davantage l'attention. Cette fois, non seulement des médias et des ONG, mais aussi des gouvernements. Des millions d'Africains vivaient sans accès fiable à l'électricité, et voilà qu'une solution qui fonctionnait réellement se profilait. Le ministère de l'Énergie prit contact avec Tumlo, souhaitant discuter d'une distribution à grande échelle. De grandes entreprises proposèrent des financements et des infrastructures de production. Soudain, Tumlo se retrouvait à des réunions avec des personnes en costume de luxe, à discuter de contrats, de redevances et de choses qu'il comprenait à peine. C'était intimidant et surréaliste. Mais chaque fois qu'il avait l'impression d'être englouti par ce monde des affaires et de la politique, il se rappelait pourquoi il avait commencé. Ce n'était pas une question d'argent ou de gloire.
C'était une question de lumière. C'était une question d'offrir aux autres ce même sentiment d'espoir qu'il avait éprouvé lorsqu'il avait compris que l'électricité n'était pas de la magie, mais de la science. Et la science pouvait s'apprendre, se maîtriser, et servir à changer le monde. Mais tout n'était pas que célébration et progrès. Kagiso n'avait pas disparu. Il s'était caché dans l'ombre, attendant son heure pour se venger. Et cette heure arriva de façon inattendue. L'un des contrats que Tumlo négociait concernait une entreprise énergétique privée qui convoitait les droits de production à grande échelle. Ils offraient des sommes astronomiques, des millions de rangs, avec des promesses de distribution mondiale. Tumlo était sur le point de refuser, fidèle à ses principes d'accessibilité et de maîtrise des profits, lorsqu'il reçut un message anonyme. Le message contenait des photos de Thabo. Des photos récentes, prises sous des angles qui montraient clairement qu'il était surveillé. Et un message simple, signe le contrat ou le vieil homme meurt. Tu as 48 heures. Tumlo sentit son monde s'écrouler. Kagiso avait trouvé le moyen de l'atteindre, malgré sa célébrité et sa protection. Et cette fois, il ne réclamait pas de technologie. Il exigeait une trahison de ses propres principes. Tumlo ne ferma pas l'œil de la nuit. Assis dans la minuscule chambre qu'il partageait avec Thabo, il observait le vieil homme ronfler doucement, inconscient du danger qui le menaçait. Tumlo avait deux choix, signer le contrat, trahissant ainsi toutes ses convictions, mais laissant Thabo en vie, ou refuser, restant fidèle à ses principes, et risquant de condamner celui qui l'avait sauvé. C'était un choix impossible, le genre de choix qui révèle votre véritable nature. Il repensa à tout ce que Thabo lui avait appris. Il repensa aux cicatrices sur ses mains, aux nuits passées à travailler jusqu'à l'épuisement, aux rêves qu'il avait bâtis à partir de rien. Et il repensa aux paroles de Thabo, des années auparavant, avant qu'il meure une première fois dans l'atelier détruit. La lumière est comme le cœur. Ce n'est pas le feu qui illumine, c'est l'amour avec lequel tu l'allumes. L'allume. Il comprit enfin le sens de ces mots. Il ne s'agissait pas de lumière physique. Il s'agissait de sens, de la raison d'être de ses actions. Le lendemain matin, Tumlo fit quelque chose qui surprit tout le monde. Il ne signa pas le contrat. Mais il ne se contenta pas de le refuser. Au lieu de cela, il convoqua une conférence de presse. Et devant les journalistes, les caméras et une bonne partie de la ville, il révéla tout. Il parla de la menace, de Kagiso, du choix impossible qui lui était imposé. Puis il lança un appel direct. « Je ne laisserai pas la peur dicter mes choix », déclara-t-il d'une voix ferme malgré ses mains tremblantes. « Je ne laisserai pas des criminels contrôler l'avenir de cette technologie. Et je ne laisserai pas l'homme qui m'a sauvé mourir seul. Alors je vous demande de l'aide. Aux autorités, à la communauté, à tous ceux qui m'écoutent. Aidez-moi à protéger Thabo Molefe. Aidez-moi à préserver la liberté de cette technologie. Car si nous cédons à la peur maintenant, nous avons déjà tout perdu. » Le risque était énorme. Il défiait publiquement Kagiso, misant sur le fait que cette exposition médiatique le protégerait. C'était un pari qui pouvait lui coûter la vie, à lui et à Thabo. La réaction fut immédiate et massive. La communauté d'Alexandra encercla l'atelier de Thabo, formant un cordon humain. Gênée par l'attention publique et la pression médiatique, la police prit enfin des mesures concrètes, lançant une enquête approfondie sur Kagiso et ses activités. Des militants et des ONG de ONG offrirent protection et assistance juridique. Et surtout, des centaines de citoyens ordinaires apportèrent leur soutien de diverses manières, dont vigilance communautaire, diffusion de l'information. Kagiso se retrouva encerclé, exposé, sans aucun moyen de se cacher. Ses relations politiques commencèrent à prendre leur distance, ne souhaitant pas être associé à une personne aussi publiquement discréditée. Une semaine plus tard, il était arrêté. Les charges étaient nombreuses, extorsion, menaces, travail forcé, association de malfaiteurs. Ce n'était pas la fin des problèmes, mais un début. Et pour la première fois depuis des mois, Tumlo put enfin dormir une nuit complète. Si cette histoire vous touche, si vous croyez au pouvoir d'une seule personne de changer les choses, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Nous approchons des 1000 abonnés, et chacun d'entre vous fait partie de cette aventure. Kagiso écarté, au moins temporairement, Tumlo put enfin se concentrer sur l'essentiel. Le projet, La Lumière pour tous, vit officiellement le jour 6 mois plus tard. Il s'agissait d'une organisation à but non lucratif dédiée à l'accès à un éclairage solaire abordable pour les communautés rurales et les townships d'Afrique. Tumlo, figure emblématique et génie créatif, s'était entouré d'une équipe solide. L'indiou gérait les aspects scientifiques et académiques. Thabo, désormais officiellement retraité mais toujours très actif, supervisait la production et la formation technique. Un réseau de jeunes ingénieurs et militants, souvent issus du même milieu que Tumlo, effectuait le travail de terrain.
Il ne s'agissait pas seulement de distribuer des ampoules, mais aussi de donner aux communautés les moyens de comprendre et d'entretenir leurs propres infrastructures. Il s'agissait de créer des emplois locaux, de former des techniciens et de renforcer leur résilience. Le premier grand projet a eu lieu dans un village rural du Limpopo, une région si isolée que le réseau électrique national ne l'atteindra probablement jamais. 200 familles vivaient sans électricité, éclairées à la bougie et à la lampe à pétrole, ce qui absorbait une part importante de leurs revenus mensuels. L'équipe de Tumlo est arrivée avec 500 lampes et un plan ambitieux. Non seulement les installer, mais aussi former 10 membres de la communauté à leur entretien, et à terme, à leur fabrication. Ils sont restés 3 semaines, travaillant main dans la main avec les villageois, leur enseignant non seulement les aspects techniques, mais aussi la philosophie qui les sous-tend. Ce n'est pas un cadeau que nous vous faisons, disait Tumlo à chaque réunion communautaire. C'est vous qui reprenez le contrôle de votre propre lumière. Lumière. La transformation fut plus que matérielle, elle fut aussi psychologique. Des personnes ignorées par le gouvernement, oubliées par la modernité, eurent soudain accès à une technologie qui changea leur quotidien. Le projet a connu une croissance exponentielle. D'un village à 10. De 10 à 50. Chaque communauté avait son histoire, ses défis et ses victoires. Dans certaines, l'impact le plus important s'est fait sentir chez les enfants qui pouvaient désormais étudier le soir. Dans d'autres, ce sont les petits commerces qui ont pu étendre leurs horaires d'ouverture. Dans d'autres encore, c'était tout simplement la sécurité de marcher dans des rues éclairées. Tumlo en a visité autant qu'il le pouvait, sans jamais perdre son émerveillement à la vue d'une ampoule s'allumant pour la première fois dans un coin sombre du continent. Chaque lumière était une petite victoire contre l'obscurité, au sens propre comme au figuré. Et chaque fois qu'il voyait le visage d'un enfant s'illuminer non seulement par l'ampoule, mais aussi par l'espoir qu'elle offrait, il se souvenait pourquoi tout cela comptait. Parce qu'il avait été cet enfant. Il connaissait cette soif d'un monde meilleur, ce sentiment que le monde était plus vaste que les circonstances de sa naissance. Mais le succès engendra de nouveaux défis. Plus le projet prenait de l'ampleur, plus sa gestion devenait complexe. Des problèmes de financement, de logistique, de bureaucratie et de conflits internes surgirent. Tumlo découvrit que diriger une organisation en pleine croissance était aussi difficile, voire plus, que d'inventer la technologie initiale. Il commit des erreurs. Il fit confiance aux mauvaises personnes. Il prit des décisions qui, avec le recul, paraissaient naïves. Il lui arriva de vouloir abandonner, de revenir à la simplicité du travail manuel. Mais chaque fois qu'il était au bord du gouffre, un événement venait le ressusciter. Une lettre d'une mère le remerciant car sa fille avait réussi ses examens grâce à ses cours du soir. Une photo d'un atelier technique installé dans un village, où de jeunes ingénieurs étaient formés. Une vidéo d'enfants dansant sous des lampes qu'ils avaient eux-mêmes aidé à installer. Autant de rappels que son travail avait du sens, qu'il faisait une réelle différence. 5 ans après cette première nuit passée à contempler les lumières de Johannesburg du haut d'un immeuble abandonné, Tumlo Ngozi se tenait sur une scène à Genève, recevant un prix international d'innovation sociale. Il avait 19 ans, mais paraissait plus âgé, marqué par les épreuves de la vie. Son discours de remerciement fut bref et direct. Il ne parla pas de ses réussites ni de son propre mérite. Il parla de Thabo, de l'Indiou, de tous ceux qui, dans les townships et les villages, avaient cru en lui lorsqu'il n'était qu'un gamin des rues avec une idée folle. Il expliqua que la véritable innovation ne naît pas dans des laboratoires stériles ni dans des salles de réunion, mais dans la rue, dans les ruelles, là où la nécessité rencontre la créativité. Et il conclut par un appel, « Chacun d'entre vous ici possède des ressources que je n'ai jamais eues, l'éducation, l'argent, les relations. La question est, qu'allez-vous en faire ? Car au final, peu importe votre savoir ou vos possessions. Ce qui compte, c'est le nombre de lumières que vous allumez sur votre chemin. » Le prix était assorti d'une somme d'argent considérable, que Tumlo réinvestit aussitôt dans le projet. Mais plus important encore que l'argent, c'était la visibilité que lui offrait la reconnaissance internationale. Soudain, des portes restées fermées s'ouvraient. Les universités recherchaient des partenariats. Les gouvernements d'autres pays africains souhaitaient mettre en œuvre le modèle. Des fondations internationales proposaient des financements sans les restrictions habituelles. C'était vertigineux, parfois même accablant. Mais Tumlo avait appris à naviguer dans ce monde tout en restant fidèle aux principes qui le guidaient depuis le début. Chaque décision était soumise à un critère simple. Cela est-il les personnes qui en ont le plus besoin ? Si la réponse était non, il refusait, aussi lucrative ou prestigieuse que soit l'opportunité. Cette intégrité le rendait parfois agaçant pour certains partenaires potentiels, mais lui valait aussi le respect et la confiance des communautés qu'il servait. L'un des moments les plus émouvants fut le retour de Tumlo à Alexandra, dans la rue elle-même où il avait installé sa première lampe des années auparavant. Le quartier avait complètement changé.
Ce n'était plus un coin sombre et dangereux, mais une petite place publique, illuminée par des dizaines de ces lampes, décorée et peinte par les habitants. Au centre, une fresque colorée représentait un garçon contemplant les étoiles, une lampe à la main. Il n'avait pas de nom, mais tout le monde le reconnaissait. Les enfants qui jouaient là la nuit, chose impensable auparavant, accouraient vers lui en le reconnaissant. Ils avaient des questions. Comment fonctionnaient les lampes? Comment les avait-il inventées? Pourrait-il apprendre à les fabriquer eux aussi? Tumlo s'asseyait parmi eux et passait des heures à leur expliquer, à dessiner des schémas par terre, à les laisser démonter une vieille lampe pour en observer l'intérieur. La boucle était bouclée. Il avait été cet enfant curieux, et maintenant, il transmettait le savoir qui avait changé sa vie. Thabo Molef s'est éteint lorsque Tumlo avait 21 ans. Il est mort paisiblement dans son sommeil, sans souffrance. Il avait eu la joie de voir son jeune apprenti devenir non seulement un inventeur de renommée internationale, mais aussi un leader, un mentor pour des centaines d'autres jeunes. À ses obsèques, des centaines de personnes étaient présentes, d'anciens clients, d'autres techniciens, des habitants des communautés touchées par le projet. Tumlo a prononcé l'éloge funèbre, et pour la première fois devant une foule, il a pleuré ouvertement. Cet homme, a-t-il dit en sanglotant, m'a donné bien plus que du savoir. Il m'a donné un but. Il m'a appris que l'électricité n'est que physique, mais que la lumière est l'humanité. Et que la plus grande invention n'est pas celle qui rapporte de l'argent, mais celle qui change le monde. Après les obsèques, Tumlo a rebaptisé l'organisation. Elle s'appelait désormais la Fondation Thabo Molef, la lumière pour tous. Un modeste hommage à un homme qui n'a sans doute jamais pleinement réalisé à quel point il avait changé le monde simplement en faisant preuve de bonté envers un enfant des rues venu fouiller dans ses poubelles. Aujourd'hui, à 25 ans, Tumlo Ngozi est reconnu comme l'un des jeunes innovateurs les plus influents d'Afrique. La fondation Thabo Molef a apporté l'électricité à plus de 2 millions de personnes dans 17 pays africains. Mais les chiffres ne disent pas tout. Ils ne rendent pas compte de cette jeune fille du Malawi, première de son village à accéder à l'université grâce aux cours du soir. Ils ne rendent pas compte de cet entrepreneur ougandais qui a ouvert un atelier de couture grâce à un éclairage fiable pour faire fonctionner sa machine. Ils ne rendent pas compte des milliers de petites transformations, de ces moments où l'obscurité a fait place à la lumière et où l'impossible est devenu une opportunité. Tumlo passe toujours la majeure partie de son temps sur le terrain, loin des bureaux et des conférences. Il préfère se salir les mains, apprendre à souder un circuit, plutôt que de prononcer des discours ou de rencontrer des investisseurs. Et les nuits d'insomnie, quand le poids des responsabilités et des attentes devient insupportable, il grimpe sur un toit, comme un enfant, et contemple les lumières de la ville. Mais désormais, au lieu de se contenter d'admirer leurs lueurs de loin, il sait exactement comment chacune d'elles fonctionne. Il connaît les fils qui courent derrière les murs, les circuits qui transforment l'énergie en lumière, la physique simple et magnifique qui rend tout cela possible. Et surtout, il sait que quelque part, dans un coin sombre d'un village ou d'une bourgade, un enfant regarde une lampe avec le même émerveillement qu'il avait autrefois. Et peut-être, qui sait, cet enfant décidera non seulement d'observer la lumière, mais de la créer. Car c'est ainsi que le monde change. Non par de grandes révolutions ou des décrets gouvernementaux, mais par de petites lumières allumées une à une, par des personnes qui refusent d'accepter que l'obscurité soit inévitable. L'histoire de Tumlo n'est pas une histoire de génie, de chance ou de destin. Elle parle de quelque chose de plus simple et de plus profond. Elle parle du refus d'être défini par les circonstances de sa naissance. Elle parle de voir la beauté et l'espoir là où d'autres ne voient que des espoirs. Elle parle d'apprendre que l'acte le plus révolutionnaire que l'on puisse accomplir est d'éclairer le chemin pour ceux qui viendront après nous. Et elle parle de comprendre que la véritable mesure d'une vie ne se trouve pas dans ce que l'on accomplit pour soi-même, mais dans le nombre de vies que l'on influence en chemin. Tumlo n'a pas volé la nuit. Il a simplement prouvé qu'elle n'était jamais aussi sombre qu'elle en avait l'air. Qu'il y avait toujours une lumière qui attendait d'être découverte, attendant celui ou celle qui était assez courageux, pour regarder au-delà des ténèbres et entrevoir la lueur de l'espoir. Si vous êtes arrivé au bout de cette histoire, c'est qu'elle vous a profondément touché. Et si c'est le cas, je vous demande une faveur, partagez-la. Non pas pour moi, mais parce que des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées. Elles méritent d'être entendues par cet enfant qui se sent issu d'un milieu différent, ou par cet adulte qui a perdu espoir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, aidez-nous à atteindre 1000 abonnés. Laissez un commentaire pour nous dire quel passage vous a le plus ému. Car au final, nous sommes tous un peu comme Tumlo. Tous à la recherche de notre propre lumière dans l'obscurité. Et ensemble, nous pouvons illuminer le monde entier.